à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 28 février et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous consacrerons une large page de ce journal à la musique avec tout d'abord le récital de Patricia Racette à l'Opéra Garnier. Nous irons également au Grimaldi Forum pour vivre les Thursday Live Sessions de février avec le groupe The Limbos. En football, l'AS Monaco reçoit Reims samedi à 20h pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Vous découvrirez les enjeux de cette rencontre. Et enfin, votre invité du week-end, le docteur Olivia Queta-Pers, le chef de service d'épidémiologie et d'hygiène au CHPG. Elle répondra aux questions que l'on se pose probablement tous concernant le coronavirus. Mais avant de recevoir le docteur Queta-Pers, ce retour sur ces différentes informations liées à ce virus que l'on appelle plus précisément le Covid-19. Informations délivrées à l'issue d'une réunion entre Jean Castellini et les professionnels du tourisme. Nouvelle conférence de presse ce vendredi au ministère d'État. Jean Castellini, conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, et Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, convient les journalistes pour faire un nouveau point de la situation du coronavirus. 120 appels d'information ont été traités jeudi par la direction de l'action sanitaire. Compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie, les autorités monégasques sont en vigilance permanente. Ce samedi et ce dimanche, les équipes de l'action sanitaire ainsi que les capacités médicales seront renforcées. Nous devons être attentifs à répondre aux attentes et aux interrogations de la population. Et donc, je confirme que la direction action sanitaire est là pour répondre aux appels. Et elle le fera à ma demande ce samedi et ce dimanche, puisque nous avons mis en place une permanence d'accueil et de réponse avec 4 personnes en permanence qui seront là pour être en mesure de répondre aux interrogations. Notre souhait, notre volonté, c'est d'être transparent, c'est de renseigner, c'est de rassurer, c'est d'anticiper en prenant les mesures indispensables pour préserver les populations. Par ailleurs, Jean Castellini a reçu cet après-midi les professionnels du tourisme autour de la table, des représentants de l'hôtellerie, de la restauration, du Grimaldi Forum, ainsi que le syndicat des agences de voyage. Il en est ressorti une impression très positive avec des professionnels qui sont à la fois mobilisés, organisés et très bien coordonnés. Le tourisme pourrait être l'un des secteurs les plus touchés par l'expansion du coronavirus. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact économique. Toutefois, les professionnels de ce secteur semblent peu impactés, étant donné que le mois de février est généralement une période creuse. Le ministre des Finances et de l'Économie a cependant rappelé que l'intérêt économique ne prime pas sur la santé et a demandé aux professionnels du tourisme de prendre des mesures de précaution et de prévention. On voit, c'est qu'ils sont amenés bien évidemment à distribuer les documents, les fiches qui ont été produites par la direction de l'action sanitaire, mais que par exemple, ils ont leurs propres initiatives en matière d'information de leurs clients dès l'arrivée, au moment où le client fait son check-in, où un courrier lui sera remis en 3 langues, en anglais, en italien et bien sûr en français, pour l'informer de ces mesures. Et puis il y a évidemment des mesures qui sont prises, que ce soit au niveau des hôtels ou du Grimaldi Forum, des mesures d'asepsie renforcées avec la mise à disposition des gels hydroalcooliques, avec le nettoyage des espaces publics avec une plus grande fréquence et avec, je dirais, toutes les recommandations que le bon sens et le sens civique dictent quand on peut être amené à se déplacer, éventuellement justement en tant que touriste, citoyen du monde ou participant à un congrès, à une manifestation de grande envergure en Principauté de Monaco. Le gouvernement ne préconise pas pour le moment l'annulation ou le report des congrès et des salons, mais déconseille toutefois de ne pas convier à ces manifestations les participants provenant de zones à risque. Je vous l'ai dit précédemment, vous retrouverez le docteur Queta-Pers en fin de journal. Elle répondra aux questions que l'on peut se poser concernant le coronavirus. On change de sujet. L'Opéra Garnier a proposé une soirée pas comme les autres, jeudi. Un programme allant de Broadway à Piaf avec sur scène l'une des interprètes principales de l'opéra Street Scene, Patricia Racette. Reportage de José Sacré. I got rhythm, I got music,
I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Après avoir interprété le rôle d'Anna Morant dans Street Scene de Kurt Weill, la toute récente production de l'Opéra de Monte-Carlo, l'américaine Patricia Racette est revenue sur la scène de la salle Garnier pour donner un récital intitulé Diva on Detour, An Evening of Cabaret, Piaf and Broadway. Do I prefer opera or cabaret? Ça dépend. I love doing this cabaret program. We've done it many times. And it seems to always be very pleasing for the audience. For me, it's like returning home. I started, when I began as a young singer, I started singing jazz and cabaret. Opera came much later. Where is that worn-out wish that I threw? Au programme de Diva on Detour, des chansons de Gershwin, Sondheim, Cole Porter notamment, et des chansons d'Edith Piaf. Venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord. J'adore Edith Piaf. Elle est une chanteuse extraordinaire. There is also something very visceral and raw about Edith Piaf that I find very appealing. Mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. In fact, I have coming up a future engagement to sing an entire Edith Piaf program. Yes, this December. So it's something that has always interested me and captured me. J'espère que vous reviendrez à Monaco chanter Edith Piaf. Avec plaisir. Eline. Au même moment, mais dans un style plus rock'n'roll, le Grimaldi Forum a reçu le groupe The Limbos dans le cadre de ses Thursday Live Sessions. Qui sont-ils? Réponse dans ce reportage. Les Thursday Live Sessions, 6e saison, déjà pour ce rendez-vous mensuel à l'espace Indigo du Grimaldi Forum. Du rock, du blues, de l'électro, de la pop, des styles différents pour des groupes toujours de qualité. Après, au hasard, The Liminianas, Hyphen ou encore Talisco, ce jeudi, c'était au tour du groupe espagnol The Limbos de se produire sur scène, avec leur rock'n'roll qui sent très bon les 60s, mais surtout sans arrière-goût de naphtaline. Voici la réponse d'Alfonso Ciulla, le directeur artistique du Grimaldi Forum, lorsqu'on lui demande ce que ce groupe a d'intéressant. Tout. La présence sur scène, la performance scénique, la musique bien évidemment, les influences. Et puis tu prends tout ça, tu shakes et tu obtiens ce cocktail explosif que représente ce groupe espagnol et qui a une pêche absolument phénoménale et un son très original. On ne va pas le classer vintage parce qu'aujourd'hui on met un peu n'importe quoi là-dedans, mais c'est vraiment très classe. Je dirais vraiment très classieux, très cinématographique également. La programmation des Thursday Live Sessions est toujours très éclectique. C'est souvent la possibilité de découvrir de véritables perles musicales de jeunes groupes en devenir. Les prochaines dates de ces rendez-vous du jeudi, les Lehman Brothers le 26 mars, All Sisters le 7 mai
et Yarol Poupeau vous appelle le 18 juin. Des concerts que vous pourrez par la suite retrouver tous les samedis à 21h sur Monaco Info dans votre émission musicale Backstage. Gotta get myself out of this ditch. Got myself a plan, now I'm gonna get rich. Use living shit. Big Sean. I'll be had to quit. Big Sean, yeah. Big Sean, right. Oh, no, baby, kid. I don't want. Big Sean. Football, l'AS Monaco reçoit Reims ce samedi à 20h au stade Louis II, un match comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Réponse avec Yannick Debevert. Monaco, deuxième meilleure attaque de Ligue 1 contre Reims, meilleure défense. C'est l'affiche de ce samedi soir en principauté. 2 points séparent ces deux équipes, mais les dernières dynamiques jouent en faveur de l'ASM, invaincu depuis 4 matchs désormais. Pour moi, on est une équipe très défensive. C'est une équipe qui a décidé avec son entraîneur de défendre plus bas et atteindre les contre-attaques. Mais quand ils ont le ballon, ils ont la qualité pour jouer et faire des mouvements pour t'attaquer. Alors pour moi, c'est une bonne équipe. Une équipe qui fera qu'on doit faire un bon match et on doit travailler pour chercher les points faibles et attaquer cette équipe. Une rencontre spéciale pour Robert Moreno et son équipe. Reims, c'était la première formation affrontée par l'entraîneur catalan sur le banc de Monaco. À l'époque, une victoire 2-1 au forceps avait permis à l'ASM de se qualifier pour les 16e de finale de Coupe de France. Samedi, ce match pourrait donc permettre de constater l'évolution des Rouges et Blancs depuis l'arrivée de Moreno il y a 2 mois. Je suis content parce que quand tu vois cette évolution que l'équipe vient de prendre, elle ne prend pas beaucoup de buts, on défend très bien, on fait des erreurs, mais le football c'est un jeu d'erreurs. Avec le ballon, je pense qu'on a trouvé plus ou moins les situations que j'ai vues pour avoir le ballon plus. Mais on doit continuer à travailler parce qu'avec 2 mois de travail, non est facile de faire tout ce que j'ai vu pour l'équipe. Seul Adrien Silva est incertain pour la rencontre. Le milieu de terrain portugais a présenté une gêne à la cuisse gauche à l'entraînement jeudi. Son compatriote Gelson Martins, quant à lui, est toujours suspendu à titre conservatoire, en attendant la décision de la commission de discipline fixée au 5 mars prochain. Et l'on parle du coronavirus pour clore ce journal. Le directeur général de l'OMS estime que l'épidémie du Covid-19 a atteint un point décisif. Il appelle les pays à agir rapidement pour endiguer le virus. Faut-il être inquiet? Peut-on se retrouver dans la situation de l'Italie? Quel est le protocole de prise en charge à Monaco? Autant de questions auxquelles répond le docteur Olivia Ketapers, le chef de service d'épidémiologie et d'hygiène au CHPG. Elle est votre invitée du week-end et elle est au micro de Dominique Poulain. Docteur Ketapers, merci d'avoir accepté l'invitation de Monaco Info. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes donc chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière au CHPG. Oui. L'épidémie du coronavirus continue de progresser et la liste ne cesse forcément de s'allonger. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre d'autres contaminations ? Alors, probablement qu'on est effectivement dans une phase épidémique. Par définition, on n'a probablement pas encore atteint le pic de l'épidémie. Et donc, oui, il y a tout à penser, enfin, tout laisse à penser qu'on va avoir de nouveaux cas dans les jours qui viennent et probablement aussi dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation que connaît l'Italie aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, l'épidémie en Italie est un petit peu singulière. Hein. Elle ressemble à ce qui s'est passé en Chine, mais de façon déportée, alors que dans les pays européens, pour l'instant, on n'a pas ce même profil. Donc, c'est un petit peu, on va dire, singulier, un petit peu, je ne vais pas dire bizarre, mais effectivement un petit peu troublant. Probablement que les cas vont se répandre un petit peu aussi dans l'Europe parce que eh bien, ces virus, quels qu'ils soient, suivent les voies de la communication et donc on peut imaginer qu'effectivement Monaco, la France vont être également touchés. Donc visiblement, on peut s'attendre à avoir de nouveaux cas. Alors justement à ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir un engorgement des hôpitaux et puis un risque d'amplifier l'épidémie à partir des salles d'attente, par exemple?
Alors, pour l'instant, on essaie justement de juguler ces problèmes d'affolement, de panique, hein, parce que je ne vous cache pas que depuis qu'on a eu tous ces cas en Italie, notamment à Monaco, on a beaucoup d'agitation. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu la folie. Les gens s'inquiètent et il faut vraiment raison garder. Donc, bien sûr que le risque, c'est d'engorger les hôpitaux avec finalement une pathologie qui, dans la plupart des cas, est une pathologie finalement simple, pas très grave, qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Donc, certaines mesures sont prises pour garder les gens à leur domicile parce qu'il m'est arrivé, même dans le cadre de la régulation téléphonique, de demander à une dame qui s'inquiétait, est-ce que ordinairement vous auriez consulté ne serait-ce que votre médecin, et la réponse a été non. Donc il faut rassurer quand même les gens sur ce point, essayer de faire en sorte que s'ils n'ont rien, effectivement, ils restent chez eux et tant mieux, on les rassure au mieux, et s'ils ont quelque chose, à ce moment-là, on prend les mesures nécessaires pour les acheminer en sécurité, et puis avec toute la sécurité aussi au niveau de l'hôpital pour qu'il n'y ait pas de transmission de cas. Donc les consignes, c'est quand même de rester chez soi, y compris si on a des signes, et puis de téléphoner donc sur un appel de régulation pour avoir une conduite à tenir qui est dictée, si vous voulez, par des gens qui connaissent un petit peu. Donc il y a un système de garde ou d'astreinte de médecins qui sont formés à ça, qui se sont évidemment mobilisés par rapport à cette épidémie et qui donnent des directives. Et si je peux me permettre, je voudrais aussi dire que ces médecins, ils sont donc très sollicités, on l'est beaucoup en ce moment, et il faudrait que les gens se disciplinent un peu pour nous solliciter vraiment quand il y a matière à, si vous voulez. On n'est pas censé donner des renseignements comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une question qui se pose par rapport à l'état du patient, parce que sinon on passe beaucoup de temps à répondre à des inquiétudes qui sont vraiment infondées. On peut peut-être justement rappeler le protocole de prise en charge, docteur, parce qu'on dit toujours ne pas appeler le médecin traitant, ne pas se rendre aux urgences. Il faut avant tout, c'est bien ça, appeler les sapeurs-pompiers. Alors, appeler les sapeurs-pompiers ou la DAS selon le type de problème. On va dire grossièrement, si c'est un problème d'ordre juste je veux un renseignement administratif, c'est plutôt la DAS. Et puis j'ai un problème de santé, j'ai voyagé récemment dans une zone à risque, alors oui, c'est les pompiers qui font appel, le cas échéant, et la plupart du temps, à un médecin hospitalier. Donc moi je suis un des médecins, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a pour l'instant le professeur Clessens, que vous connaissez, qui est le chef de service des urgences. Il y a le docteur Christophe Perrin, qui est le chef de service de pneumologie, le docteur Sylvie Chailloux, qui est le chef de service de gérontologie, un des chefs de service. Voilà, donc on essaie d'organiser ça et on répond finalement, c'est assez simple, au classement, même si le terme n'est pas joli, entre le classement entre cas suspects et cas possibles, c'est-à-dire que on a des signes respiratoires, on a de la fièvre et on rentre de voyage récemment dans une de ces zones à risque, eh bien, on peut tout à fait effectivement bénéficier d'un test de dépistage, et encore une fois dans le cadre d'une prise en charge qui est très protocolée en fait. Hein. Donc on va être pas mis au milieu d'autres patients, on va être transporté à l'hôpital, à l'UHCD, on va recevoir ce test, bénéficier de ce test, et puis il sera positif ou négatif. Mais donc on peut appeler son médecin traitant, hein, mais bon, c'est vrai que les médecins traitants, ils renvoient souvent sur l'hôpital, ce qui est une attitude tout à fait logique. Quelles sont les pistes scientifiques pour expliquer ces contaminations ?
Alors là, je vous disais, la piste italienne, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas que ce soit inexpliqué, parce que bon, il y a des gens en Italie comme ailleurs qui voyagent avec les pays du sud-est asiatique, mais bon, disons que le début, c'est un virus qui émerge, comme il y en a très souvent, hein, des virus, ça émerge, ça bouge, c'est un monde vivant, le monde des virus. Donc il y a ce virus qui émerge en Chine à partir de la fin du mois de décembre, avec une explosion de cas de pneumonie qui sont un petit peu bizarres parce qu'elles sont graves, des pneumonies donc d'origine virale, hein, ça c'est tout de suite vu. Le 9 janvier, un virus est isolé, c'est un coronavirus, un des coronavirus, parce que cette famille de virus, elle comprend plusieurs types de virus. On en connaît certains qui ont été à l'origine de graves épidémies, l'épidémie de SRAS il y a plusieurs années, ou plus récemment l'épidémie de MERS, hein, qui concernait la péninsule arabique. On en connaît un petit peu moins, enfin le grand public les connaît moins, mais les médecins spécialistes les connaissent. Il y a d'autres coronavirus qui circulent, y compris en France, et qui occasionnent des pathologies assez bénignes. Les pédiatres connaissent certains coronavirus qui infectent les enfants et qui donnent ce qu'on appelle une banale virose l'hiver. Et donc là, en janvier, en Chine, c'est pas une banale virose, c'est quelque chose qui donne des cas de pneumopathie sévère. Et donc le virus est identifié à ce moment-là. Et pour finir de répondre à votre question, l'origine, elle est animale. Ce coronavirus, il a 96% d'homogénie avec le virus connu chez la chauve-souris. Et entre la chauve-souris et l'homme, il y a probablement un hôte intermédiaire qui est le pangolin. C'est suspecté, c'est pas encore prouvé. Y a-t-il des personnes plus vulnérables que d'autres? Parce qu'on dit souvent que les personnes âgées sont plus vulnérables que les autres personnes, les diabétiques, les personnes souffrant aussi d'hypertension. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est absolument, on va dire, superposable aux comorbidités, c'est-à-dire aux pathologies qui rendent précaire l'état d'un patient qui attrape la grippe. Donc c'est un petit peu superposable, c'est-à-dire que les facteurs de risque d'une pneumonie grave, sévère, sont ceux qui sont les facteurs de risque d'une grippe grave. Donc effectivement, les patients âgés, les patients avec des antécédents lourds, cardiaques ou métaboliques, hein, les patients diabétiques, etc. etc. Oui, c'est très superposable. Pour terminer, quels sont les bons gestes pour être protégé, pour se protéger? Pouvez-vous nous les rappeler? Oui, je vous les rappelle d'autant plus facilement que c'est des gestes qui sont des gestes simples. Se laver les mains ou faire de l'hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique, ça c'est toujours important. C'est important en période de circulation du virus de la grippe, donc c'est vraiment l'occasion de pratiquer ce geste. C'est des gestes d'hygiène simples, se moucher dans un mouchoir jetable et puis le jeter immédiatement, enfin des choses qu'on connaît. Le problème des masques actuellement, il est aigu parce que les gens se sont précipités dans les pharmacies et on en trouve moins. Je pense pouvoir annoncer qu'il y en aura plus rapidement parce que les stocks en France notamment de réserve vont être libérés et donc ça va pouvoir être de nouveau disponible. Le port du masque, quand on a de toute façon, quand on a une pathologie respiratoire, il doit s'imposer, notamment quand on visite des gens à l'hôpital, par exemple, ou quand on participe à des manifestations collectives. Ça peut être important de le faire. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière au CHPG. C'est ça. Encore une fois, merci. Je vous remercie. C'était votre invité du week-end, le docteur Keta Pers. Quel temps va-t-il faire ce week-end et dans les prochains jours? La réponse avec la météo.
Samedi, un temps maussade au programme. Les températures iront de 7 à 11 degrés. Dimanche, prolongement d'une période nuageuse. Le mercure ira de 8 à 13 degrés. Lundi, peu de changements avec un risque d'orage dans la journée. Le thermomètre sera proche des normales. Mardi, le soleil sera enfin de retour en principauté avec des températures plutôt clémentes. Et enfin, mercredi, beau temps avec une maximale de 12 degrés. Avant de se quitter, nous tenions à saluer la mémoire de François Tajan, le célèbre commissaire-priseur d'Arcurial. Il était un fidèle de la principauté et y a organisé de nombreuses ventes aux enchères. François Tajan est décédé brutalement au milieu de semaine d'une intoxication alimentaire à l'âge de 57 ans. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.